Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hélène Arinck, chargée de marketing pour les entreprises à la CARSAT du Sud-Est. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un webinaire d'environ 1 heure dédié aux grues de chantier. Donc la grue est un peu considérée comme l'emblème du chantier. Elle est conçue pour le déplacement, le levage, l'orientation ou encore la distribution des charges lourdes. Alors que ce soit une grue à montage automatisé ou à montage par élément, ce n'est pas un matériel comme les autres. Son choix demande de l'anticipation et de la préparation afin de maîtriser les risques professionnels et protéger les salariés lors de son utilisation sur le chantier. Alors, pour aborder ce sujet avec moi, David Bautreau, contrôleur de sécurité et référent régional BTP à la CARSAT Sud-Est, Joseph Covello, spécialiste national levage chez Bureau Veritas Exploitation, et pour répondre à toutes vos questions, Marc Figuera, gérant de la société DMM et spécialiste des grues. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder toute la partie études et examens, plus précisément toutes les actions nécessaires avant la mise ou remise en exploitation de la grue. Donc nous aborderons cette phase importante avec 3 parties que nous avons appelées le vent, le sol et la grue, durant lesquelles nous vous apporterons les informations nécessaires à l'examen environnemental du site, à l'étude de stabilité et l'inspection des ouvrages des assises des grues et la vérification de la grue avant sa mise ou remise en service. Donc à la fin de cette présentation, nous consacrerons une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser tout au long de ce webinaire dans l'onglet questions-réponses en haut de votre écran. Je vous précise donc que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez recevoir d'ici quelques jours le replay et le partager du coup avec vos collaborateurs. Et je vous enverrai également la présentation de ce webinaire. Voilà, je vous donne sans plus tarder la parole à David et vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour, donc David Bautreau. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Ce sont les grues de chantier. Toutes les grues ne se ressemblent pas, mais nous pouvons les classer en différents types de grues. Il existe des différents types de grues. En fait, chacun a sa propre utilisation et son mode de montage. Nous allons voir aujourd'hui les grues à montage automatisé et les grues à montage par élément. Alors, au niveau des familles d'équipements, ce que nous pouvons voir, c'est que les grues à montage par élément, grues à tour à montage par élément, il y en a de différents types et notamment sur cette diapositive, nous en voyons 3. Les grues à tirant ou appelées dans le jargon à haubans. Les grues sans tirant, c'est souvent des grues topless et ce sont des grues à flèches distributrices, pardon, et les grues à flèches relevables, ce sont les montages en sapine. Concernant les grues à montage automatisé, on trouve les grues à montage rapide, hein, les GMR, et les grues à tour à montage rapide, c'est GTMR. En fait, ils ont une plus grande capacité et permettent en fait une surélévation. Alors, vous voyez sur cette diapositive une illustration de la grue à montage automatisé. Bien souvent, et c'est le cas, son lest et son utilisation permettent d'avoir un lest en partie basse et d'être dans des configurations de plus petits chantiers. Elle est sans contre-flèche et permet, en fait, vous le voyez sur le synoptique de droite, d'avoir un montage dans des zones exiguës. Et pour cela, un message que nous vous passons, c'est de bien vérifier surtout le démontage de la grue lorsque l'ouvrage a été réalisé. Concernant les grues à montage par élément, sur cette diapositive, 3 photos vous sont présentées. Les grues à flèches distributrices avec tirant ou à haubans. Et on voit bien que suivant le type de montage, on peut avoir des portées plus ou moins longues. Et les grues à flèches distributrices sans tirant, donc comme je l'ai dit tout à l'heure,
les grues topless, ça permet d'avoir, suivant le chantier, plusieurs grues et notamment une grue topless, ça lui permet de passer au-dessus. Sans oublier bien sûr les grues à flèche relevable que vous n'avez pas sur cette diapositive, mais que nous voyons apparaître de plus en plus du fait des travaux en zone urbanisée contrainte. Mais rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, les grues de chantier, 3 grandes étapes, mais surtout 3 moments qui vont concerner le vent, le sol et la grue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un moment important en amont du montage de la grue, car un chantier souvent est identifié par la couleur de la grue, par son type de grue, voire sa forme. Concernant le vent, c'est le premier moment. Ça fait partie d'un moment important pour définir ce que va être et ce que sera la dimension de la grue. Et pour parfaire cette démonstration, je m'adresse donc à Joseph Covello qui va vous présenter cette thématique. Merci David. Bonjour à tous. Merci à la CARSAT de me donner l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, la stabilité des grues et l'effet du sol et du vent sur celle-ci. Tout d'abord, le risque vent. La configuration de la grue est définie en fonction du vent du site. En fonction du site, en fonction du vent qui va apparaître sur le chantier, eh bien, la grue doit être montée pour être stable. C'est le fabricant de grue qui définit les conditions de stabilité de la grue avec un lest de base suffisant, c'est-à-dire les blocs en béton qui viennent à la base de la mâture pour stabiliser la grue, et la configuration de montage de la mâture, le choix des éléments de mâture qui seront adaptés au vent du site. Le vent du site est une donnée primordiale pour maîtriser la stabilité de la grue. On le voit sur la droite de ce slide. Une grue qui aurait une composition de mâture inadaptée présenterait un risque de ruine de sa mâture. Et là encore, l'illustration qui est à droite, une grue qui aurait un lest de base insuffisant, un nombre de blocs insuffisant au regard du vent du site, présenterait un risque de renversement. Alors, il est important de comprendre que la grue peut être utilisée dans 2 situations. La situation en service et la situation hors service. La situation en service, à gauche sur votre écran, la grue est en fonctionnement, elle travaille. Elle peut lever des charges en fonction de la surface et de la vitesse de vent, avec une limite de 72 km/h. Le vent peut venir de toutes les directions. La grue a été conçue, choisie, lestée pour être stable jusqu'à cette vitesse maximale. Au-delà de cette vitesse, la grue doit être mise hors service, mise en girouette. Le grutier, l'opérateur aux commandes de la grue, va alors agir sur le mécanisme de mise en girouette qui va débrayer le système d'orientation, de rotation de la grue pour que la flèche de la grue vienne se mettre dans le lit du vent, dans le même sens que le vent, dans la même direction. C'est dans cette condition que la grue est stable. Le vent peut alors monter en vitesse au-delà de 72 km/h et donc la grue restera stable lorsqu'elle est en girouette. On l'a vu, la grue, pour être stable, en girouette, doit avoir un vent qui, une même quantité de vent de part et d'autre de la flèche. Ici, quelques illustrations vous sont présentées. Elles sont issues d'une brochure publiée par l'INRS, le D61-69, que nous vous présenterons en fin de webinaire. À gauche de votre écran, on distingue une grue qui est à proximité d'un bâtiment de grande hauteur et on voit l'effet du vent, qui ici est caractérisé par des flèches bleues, qui vient contourner le bâtiment, et donc la grue se retrouve dans l'effet du sciage du bâtiment. Le vent a été scié, coupé en deux, et vient de part et d'autre du vent, ce qui va créer des perturbations autour de la grue, avec un risque qu'elle n'arrive pas à se mettre en girouette, que la quantité de vent de part et d'autre de la grue ne soit pas suffisante. Au centre de l'écran, un autre effet de sciage, une grue qui se trouve à proximité d'un bâtiment, là encore, mais qui prendrait un vent de côté, se retrouverait dans la zone de contournement du vent, avec des effets d'accélération
là encore, avec un risque d'instabilité. Enfin, à droite de votre écran, une grue qui a une flèche qui est très proche d'un bâtiment en termes d'altimétrie, eh bien, se retrouve dans la zone dans laquelle le vent va venir contourner le bâtiment. C'est ce qu'on appelle l'effet de survol. En quelques mots, l'effet de site, ce sont donc les perturbations locales dues au vent qui impactent l'écoulement autour des bâtiments et donc l'environnement de la grue. Maintenant que l'on a identifié ce qu'était un effet de site, nous allons voir deux cas. Le cas où la grue est en girouette normale et le cas où la grue est en girouette anormale. Donc comprenons que pour maîtriser l'impact du vent sur la grue, eh bien, il est nécessaire d'analyser le vent prévisible sur le site. Pour cela, différentes grandes étapes vont vous être présentées. La première, il faut identifier la zone géographique dans laquelle la grue est implantée, l'adresse du chantier, le canton de l'implantation. À partir de cette information, on va pouvoir déterminer la vitesse de référence du vent à prendre en compte. Une fois que cette vitesse de référence est déterminée, il est alors nécessaire de déterminer la rugosité globale du site. Est-ce que la grue est à proximité de la mer, proximité d'une forêt? La mer aura un effet accélérateur sur le vent, et la forêt aura un effet rugueux qui ralentira la vitesse du vent. On voit que jusqu'alors, peu importe l'implantation de la grue, avec l'adresse du chantier, on est capable de déterminer une vitesse de référence, rugosité comprise. En étape 2, il faut se poser la question de l'environnement. Est-ce que l'environnement immédiat modifie la vitesse du vent, l'écoulement du vent? Est-on dans une girouette normale? On reprend ici l'illustration de la grue qui est en survol d'un bâtiment. On sait qu'avec une proximité de ce bâtiment, la grue risque de ne pas se mettre en girouette, car l'effet du vent modifiera, l'écoulement du vent sera modifié, et la grue ne pourra pas se mettre dans le sens du vent. Par exemple, une bonne pratique, dans ce cas-là, est de rehausser la hauteur de la grue pour qu'elle s'échappe des obstacles qui perturbent l'écoulement du vent pour se retrouver à une altitude à laquelle elle aura la même quantité de vent de part et d'autre. Partons du principe que dans cette analyse, nous sommes en girouette normale, l'environnement immédiat ne perturbe pas l'écoulement du vent. Alors, on passe à la dernière étape qui consiste sur une abaque, en fonction de la hauteur de la grue et de la vitesse de vent de référence, d'identifier quel est le profil enveloppe qui permettra de choisir la configuration de montage de la grue. Cette donnée est la donnée d'entrée utilisée par les fabricants de grues pour donner à l'utilisateur la bonne configuration de montage. Quel est le lest nécessaire pour votre adresse? Quelle est la composition de mâture associée? Sachant que, comme il est inscrit, cette analyse doit être faite durant toutes les phases de construction, aussi bien l'environnement immédiat que les bâtiments qui seront construits. Maintenant, voyons la girouette anormale. Les premières étapes sont identiques à la précédente, mais partons maintenant du principe qu'à l'issue de l'étape 2, la grue ne peut pas être montée au-delà d'une certaine hauteur et donc ne peut pas s'échapper de l'effet de site. Il est alors nécessaire d'identifier les conséquences de l'effet de site sur la grue. Est-ce que c'est une accélération de vitesse? Est-ce que c'est une dissymétrie de vent qui empêche la mise en girouette? On retrouve comme une illustration en bas de ce slide différentes illustrations qui sont issues de la recommandation R406 qui propose quelques types d'écoulement autour de bâtiments qui viendront perturber la grue. Une fois qu'on a identifié cet effet de site, on ne peut plus faire une lecture directe du profil de vent hors service. Il est alors nécessaire de réaliser une étude spécifique pour pouvoir déterminer quelles vont être les configurations de stabilité. Cette étude sera remise au fabricant de grues qui, en fonction des informations fournies, pourra recalculer spécifiquement la stabilité de la grue au regard des conditions particulières du site. Un lestage particulier, une configuration de mâture particulière, et donc une descente de charge, les efforts transitant par la mâture spécifiques. On a vu le risque, le vent, on a vu la mesure de prévention, l'évaluation de l'effet de site, l'examen environnemental du site.
À noter que cet examen du vent est une exigence réglementaire. La stabilité des grues est une exigence réglementaire. Si l'on prend l'article R4323-6 du Code du travail, on note que les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité. La stabilité est bien une exigence réglementaire au titre du Code du travail. De plus, l'arrêté du 1er mars relatif aux vérifications des appareils accessoires de levage, dont la grue fait partie, indique dans son article 3 que, afin de permettre de réaliser l'examen de montage et d'installation, s'assurer que la grue est correctement montée, le chef d'établissement, l'employeur, doit communiquer à la personne qualifiée qui est chargée de réaliser cet examen de montage et d'installation, la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d'utilisation. Là encore, le vent est une exigence dans ce texte qui régit les installations d'appareils de levage. Il est nécessaire de connaître la vitesse du vent spécifique au site pour pouvoir installer une grue en toute sécurité. Merci Joseph. Sur cette présentation par rapport au premier temps, donc le vent. Et le vent, en fait, lorsque la grue est installée, s'additionne ou vient se positionner sur le sol et ça va concerner l'avis de stabilité de cette grue de chantier, qu'elle soit GMA ou GME, et afin qu'elle soit stable. En fait, on va la vérifier par rapport à des plans, à des sols et à des lieux. Pour illustrer en fait ce moment concernant le sol, je vais vous présenter et je porte à votre connaissance un accident. C'est un accident avec un renversement de grue. On voit que c'est une grue à montage par élément avec un lestage en pied de grue. Et qu'est-ce qui s'est passé, si vous vous rappelez, c'était en 2012, le 24 septembre 2012, une grue de 27 mètres. Il y avait du vent annoncé et un fort vent ce jour-là. Et elle s'est renversée sur les habitations attenantes. Pour quelle raison? Eh bien, ça concrétise en fait l'importance de connaître l'état du sol. Notamment, on voit que sur l'image et sur l'image en bas à droite, un des pieds a poinçonné dans le sol près de la plage. Et donc, ça a déstabilisé la grue par fort vent et elle est venue se coucher sur les bâtiments attenants. Donc, d'où l'importance de cumuler ces études avec un sol. Pour illustrer en fait ce sol, on voit que sur la photo de gauche, donc avec des lestes sur sa partie basse, sur quel document peut-on s'appuyer au niveau des montages de grues? Eh bien, ce sont les notices d'instruction des fabricants. Les notices d'instruction permettent de donner des éléments permettant de mettre en place la grue de chantier. Concernant le sol, la photo du milieu, on voit bien les strates concernant ce sol et on voit bien des strates plus ou moins homogènes, voire hétérogènes, car c'est plutôt un sol sablonneux qui ne se voit pas comme ça à l'œil nu en partie haute. C'est pour ça qu'il est important de vérifier la capacité du sol permettant de dimensionner les fondations et le type de fondation. Et concernant le schéma de droite, qui, avec cette flèche rouge, schématise le risque de basculement, on voit que si le sol n'est pas plan, alors que la grue est forcément autostable en usine, elle bascule. Pour cela, et illustrer en fait ce basculement de grue de chantier, je vais donner la parole à Joseph afin qu'il illustre ce renversement. Merci David. Effectivement, on le voit, une grue pour être stable doit être installée sur un sol résistant et plan. Ce sont deux données essentielles qui concourent à sa stabilité. Plan, comme l'a dit David, une grue est un appareil de levage, il est conçu avec un certain critère
de planéité, au-delà de ce critère de planéité, l'effet de la discontinuité de planéité aura un impact sur la verticalité de la grue et donc sur la mise en girouette de celle-ci et donc conduira à la chute de la grue. Planéité, résistance, illustration de forme Mahon, il est impératif de connaître la capacité du sol, la continuité de portance en fonction de la nature de la descente de charge. 3 éléments sont donc en jeu. La fondation qui est l'élément transmetteur, la descente de charge, c'est-à-dire les efforts transmis par la grue, et le sol qui va accueillir la fondation et qui doit être suffisamment portant au regard des dimensions de la fondation. Les efforts transmis par la grue proviennent de différentes actions. Ici, une liste non exhaustive, les effets du vent, on l'a vu tout à l'heure en préambule, le vent hors service, le vent en service. Les deux configurations doivent être examinées. Le poids propre, les charges qui sont manutentionnées en fonction de la capacité de la grue, la présence ou non d'un monte grutier. Le poids du monte grutier va impacter la descente de charge de la grue. Tous ces éléments sont pris en compte dans les efforts qui sont transmis par la grue à son support. La fondation, un ouvrage en béton armé qui doit être adapté au sol et à la descente de charge. Le sol, on a vu cette hétérogénéité qui doit être caractérisée par une étude géotechnique, cette étude qui permet de définir quelle est la portance des différentes strates, qui permet aussi de préconiser le mode de fondation superficielle, fondation profonde, en fonction de la nature du sol rencontré. Et c'est donc la note de calcul des fondations qui permettra de réaliser ce dimensionnement. L'avis sur les fondations de la grue permet de porter. L'avis sur les fondations de la grue permet de faire la synthèse finalement de ces 3 éléments. Prendre en compte ces 3 éléments afin de s'assurer que les fondations sont correctement dimensionnées. Donc cette mission a pour objet de porter un avis sur la capacité des fondations à résister aux efforts transmis par la grue, au regard des descentes de charge fournies par le fabricant, en lien avec l'évaluation de vitesse de vent qu'on a vu au préalable, puis l'étude géotechnique qui a permis de caractériser le sol, et enfin les documents d'exécution ainsi que les notes de calcul justifiant la conception des fondations. Nous portons à votre connaissance aujourd'hui un document qui sont les recommandations professionnelles relatives aux fondations de grue. Donc ce guide professionnel qui a été rédigé par la profession, les utilisateurs de grue, les concepteurs de fondations, les organismes de contrôle, les entreprises de gros œuvres, les différentes fédérations. Ce guide professionnel permet de donner les bonnes pratiques en matière de conception, de réalisation et de contrôle des fondations de grue. Là aussi, il y a une exigence réglementaire liée à la stabilité des grues. Les grues, le Code du travail dispose dans son article R4323-29 que les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charge, les grues donc, sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles compte tenu de la nature des appuis. Là encore, nous avons vu le risque lié au sol, nous avons vu les différentes missions qui permettent de s'assurer que les fondations ont été correctement dimensionnées au regard de l'étude géotechnique, au regard de la descente de charge, au regard de la note de calcul qui a permis le dimensionnement. Mais on voit ici que dans le Code du travail, on précise explicitement que les conditions prévisibles doivent être examinées. Les conditions prévisibles, comment va se comporter le sol dans le temps, quelle est sa capacité et la nature des appuis. Enfin, autre texte réglementaire, comme pour l'examen de montage et d'installation qu'on a vu précédemment relatif au vent, on retrouve ce même article avec 2 données supplémentaires. Donc pour permettre de réaliser cet examen de montage et d'installation, l'employeur, le chef d'établissement, doit communiquer à la personne qui réalise l'examen de montage et d'installation les données relatives au sol et à la nature des supports. Là aussi, ce sont 2 données essentielles qui permettent, lors de l'examen de montage et d'installation de la grue, de s'assurer que le support de l'appareil de levage a été correctement dimensionné au regard des efforts qui vont être transmis par celui-ci.
Merci Joseph. Donc on vient de voir le vent, on vient de voir le sol, et pour en fait être complet sur l'installation des grues de chantier, on voit sur cette partie 3 les grues avec la vérification de la grue avant la mise en service ou la remise en service. En effet, les missions de contrôle du montage de la grue avant la remise en service sont importantes et nécessaires. Et comme évoqué en introduction de la partie 2 par rapport au vent, la vérification lors de la mise en service ou de remise en service est une étape primordiale. Et pour être le plus complet possible, je passe la parole à Joseph pour aborder ces 3 étapes, et je dirais en préambule que nous avons un suivi de ces vérifications. On l'a vu en préambule de ce webinaire, finalement, avant d'installer une grue, certaines missions, examens sont nécessaires. Les examens liés au vent, les missions examens liés au sol. Une fois que ces examens sont réalisés, on arrive à une étape qui consiste à monter la grue. Ce montage de grue s'inscrit dans un contexte réglementaire pour lequel différents examens et vérifications sont nécessaires et attendus. L'examen d'adéquation de la grue, qui vise à s'assurer que la grue est adaptée aux travaux et aux risques auxquels sont exposés les travailleurs. L'examen approfondi de la grue, qui vise à apporter la preuve que cet équipement a suivi un entretien régulier et que ses constituants, même ceux qui ne sont pas visibles sans démontage, sont en bon état. La vérification de mise en service de la grue, la vérification des dispositifs d'interférence ou zone interdite, et puis par exemple les examens d'adéquation des montes grutiers ou la mise en service du monte grutier. Tous ces éléments-là sont nécessaires. Je vous propose donc un focus en lien avec le vent et le sol lors de l'examen de montage et d'installation des grues. Lorsque l'on réalise la vérification de mise en service de la grue, on s'assure que la grue est correctement montée. C'est la notice d'instruction du fabricant qui sert de document de référence pour s'assurer que la grue est correctement montée. Cette notice d'instruction du fabricant comporte différentes annexes en fonction des profils de vent hors service, profil C50, D50, peut-être une note particulière en fonction d'une configuration particulière. Et donc, en fonction de ces documents, lors de l'examen de montage et d'installation, on s'assure que la configuration de la grue est adaptée, c'est-à-dire que la composition de mâture correspond à ce qui est attendu, que le lest est adapté pour prévenir, d'une part, la ruine de la structure, si les éléments de mâture ne sont pas adaptés, et puis d'autre part, si le lest est insuffisant, le risque de renversement de la grue. Rentrons un petit peu dans le détail de l'examen de montage et d'installation sur quelques éléments. La masse du lest de base, en bleu représentée sur votre écran. Les blocs en béton qui permettent de stabiliser la grue dans ses phases en service et hors service. Il faut savoir que ces éléments en béton dépendent de plusieurs paramètres. Le type de châssis. Un châssis plus grand verra des lestes moindres qu'un châssis de plus petite dimension. La composition des éléments de mâture, le nombre d'éléments du mât, la hauteur sous crochet, va conditionner le nombre de lestes de base. La longueur de la flèche a aussi un impact sur la sélection des blocs de lest de base. La présence ou non d'un monte grutier. La présence ou non d'une cage de télescopage qui aurait permis le montage de la grue. Parmi les autres éléments qui sont fonction de ce lest de base, il y a aussi le vent. Nous le redisons, le vent fait partie des éléments essentiels qui conditionnent la stabilité de la grue. Il est impératif de connaître le profil de vent hors service, car c'est en fonction de ce profil que sera choisi le lest de base qui permettra la stabilité de la grue. À droite de votre écran, la hauteur sous crochet. Cette hauteur sous crochet, elle est fonction du type de châssis, elle est fonction de la composition des éléments de mâture, mais aussi du vent. Des vents selon les profils de vent hors service, selon l'étude spécifique qui pourra être menée, le fabricant pourra définir un profil de montage avec des éléments de mâture renforcés, avec des sections de mâture supérieures, des épaisseurs de matière supérieures, des positions de diagonale de contreventement différentes. Il y aura une configuration adaptée à la vitesse de vent.
Enfin, le support. Lorsqu'on examine le support d'une fondation de grue, eh bien, il est important, il est primordial, plus qu'important, que le support ait été correctement dimensionné et ait pris en compte les efforts induits par le vent. La descente de charge sur une grue dépend aussi du vent qu'elle va voir aussi bien dans ses phases en service que ses phases hors service. Pour finir, la capacité portante du sol. Lors de l'examen de montage et d'installation, on l'a vu tout à l'heure dans les références réglementaires, l'employeur, le chef d'établissement, doit justifier que le sol a été pris en compte dans le dimensionnement des fondations de la grue. L'exemple de Formaon en témoigne. La reconnaissance du sol est primordiale pour pouvoir maîtriser le risque de renversement des grues. Quelques mots sur la vérification réglementaire pour se redonner des éléments de contexte. 3 grands types de vérification réglementaire. La vérification de mise en service au titre de l'article R4323-22 qui vise à s'assurer que la grue est correctement installée, montée selon les spécifications prévues par le fabricant et puis s'assurer qu'elle peut être utilisée en toute sécurité. Puis, tout au long de la vie de l'équipement, la grue va subir des vérifications périodiques régulièrement afin de déceler en temps utile toute défectuosité susceptible de créer des dangers. Enfin, si la grue subit une opération de démontage, de remontage, une modification susceptible de mettre en cause sa sécurité, alors il sera nécessaire d'effectuer une vérification de remise en service en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses. On voit bien que au niveau de l'installation d'une grue de chantier, il est important de prendre en compte la machine, les éléments environnementaux et les calculs par rapport à ces événements. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au niveau de la documentation, pour aller plus loin, on a bien des choses en bibliothèque, notamment les partenaires sociaux du bâtiment et du comité technique national CTNB, avec la recommandation R495 qui concerne l'amélioration des conditions de travail dans les grues à tours, et notamment la recommandation R406 concernant la prévention du risque de renversement des grues à tours sous l'effet du vent. Donc elles viennent étayer ce que nous venons de dire, et on a vu qu'on avait aussi des synoptiques qui en ressortent. Aujourd'hui, une bibliographie qui donc concerne les grues à tours est mise à jour avec l'Institut national de recherche et de sécurité, c'est l'ED 6338. Et enfin, pour ne pas épiloguer plus que ça, mais avoir ces documents à votre disposition, on a les grues à tours avec l'ED 6255, gestion des zones d'interférence. Sans oublier, bien sûr, le guide de l'OPP-BTP, montage et installation de grues GMA et GME. Merci David. Avant de répondre à toutes vos questions, quelques informations complémentaires, notamment sur la disposition de toutes ces documentations. Deux sites de référence, deux sites internet de référence, amélie.fr/entreprise et bien entendu le site de l'INRS. En région, vous pouvez retrouver également d'autres informations et suivre nos événementiels donc sur les sites internet donc de la CARSET Sud-Est pour nous, mais pour les autres régions, la CARSET auquel vous dépendez. N'hésitez pas à nous suivre sur le réseau social LinkedIn en vous abonnant à notre page et également pour rester connecté à toute l'actualité des risques professionnels de l'assurance maladie, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter 3 minutes. Et pour nous joindre par téléphone, un numéro unique, le 36 79. Voilà, on va prendre votre première question. Donc déjà une question sur les vents cycloniques. Quelles sont les conséquences des vents cycloniques sur le dimensionnement des grues? Et alors attendez, j'ai un petit souci. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des préconisations types pour se prémunir des risques cycloniques, démontage, arrimage à l'ouvrage? Donc effectivement, en fonction de la zone d'implantation de la grue, il est important de prendre en compte le risque cyclonique. La première chose, lorsqu'on examine la vitesse de vent de référence, il faut se poser la question si la grue est installée sur le chantier durant cette phase cyclonique. Donc l'Eurocode définit un coefficient de saison. Donc si la grue est installée durant cette période cyclonique, ce risque doit être pris en compte. Deux choix sont possibles. Premier choix possible, c'est prendre en compte cette vitesse cyclonique de 240 km/h sur toute la hauteur de la grue et vérifier si la stabilité de la grue est possible. Les fabricants de grues définissent des conditions de stabilité pour les grues sous vitesse de vent cyclonique. Selon les cas d'utilisation, il peut y avoir des mesures complémentaires à mettre en œuvre lors de l'apparition de cyclones. J'ai en tête par exemple un chantier sur l'île de la Réunion. Lorsque la nouvelle route du littoral a été construite, eh bien, il y avait plusieurs grues qui étaient sur voie de roulement avec un risque cyclonique. Et donc sur les voies de grue, il y avait une position qui était définie pour que les grues soient hors service. Et en plus des éléments de fondation, il y avait des éléments supplémentaires qui étaient coulés dans le sol qui permettaient d'arrimer la grue lorsqu'elle était hors service. Donc cette grue qui était sur translation, faite pour être déplacée, quand elle était dans sa position cyclonique, elle disposait d'un système d'arrimage supplémentaire qui permettait de la verrouiller. Dernière mesure possible, si la grue ne peut pas être stable dans des conditions cycloniques, alors effectivement, une mesure de prévention adaptée est le démontage en dehors de cette période. Merci Joseph. Comment les vitesses de vent des sites sont-elles définies? Aujourd'hui, la vitesse du vent du site, la définition de cette vitesse de vent se base sur une approche de l'Eurocode, c'est-à-dire que en fonction de la zone géographique dans laquelle la grue est installée, le canton, il y a une carte de France avec des vitesses de référence. À ces vitesses de référence est ajoutée la rugosité et puis des coefficients supplémentaires, des coefficients de saison, des coefficients de direction. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée principale, c'est qu'à partir d'une adresse, on peut définir une vitesse de référence et en fonction d'un environnement, je parle là de rugosité, on peut définir une vitesse de référence. Et une fois que cette vitesse de référence est ramenée pour le site, on la rehausse à la hauteur de la grue. Et une fois qu'on connaît cette vitesse à la hauteur de la grue, hors effet de site, on a la vitesse du site qui est définie. Rentre alors l'analyse nécessaire pour l'évaluation de l'effet de site. Est-ce que l'environnement immédiat va accélérer la vitesse du vent? Est-ce que l'environnement immédiat va perturber la mise en girouette de la grue? Alors, dans le cadre de la mission M1 et notamment la détermination du profil de vent, les paramètres appliqués aujourd'hui sont ceux issus de la R406 ou de l'INRS ED6176, notamment dans le cas de survol de bâtiments avoisinants. Alors, il n'y a pas d'opposition entre ces deux documents qui ont été créés à deux moments différents et qui n'ont pas le même objectif. La R406, c'est le document actuel qui permet d'alerter sur le risque de renversement des grues et qui a initié ces premières notions d'effet de site et de calcul de vitesse de référence. La brochure de l'INRS est un document applicatif dans lequel on retrouve une méthode, donc celle que je viens de vous indiquer, avec le choix du canton, la définition de la vitesse de référence et un jeu d'abac qui permet, hors effet de site, de pouvoir définir la vitesse de vent service et même sur des effets de site simples, avoir quelques notions d'accélération de vitesse. Les GMA étant utilisés sur des petits chantiers, tu voulais peut-être compléter, David? En fait, je voulais signaler aussi que sur la recommandation R406, comme l'évoquait Joseph, en fait, il y a des abacs de vitesse et notamment aussi des surfaces transportées par les grues par rapport aux vitesses que nous avons en tête sur les 72 km/h. En fait, une grue on doit se mettre à l'arrêt si on doit supporter des surfaces plus importantes
par rapport à ces abacs. Merci pour ce complément d'information. Donc, les GMA étant utilisés sur des petits chantiers, il est rare d'avoir les compétences associées sur site. Est-il nécessaire également d'avoir des études de sol? Quelle responsabilité du MOA dans la mise en œuvre? Alors, l'exigence réglementaire s'applique aux appareils de levage sans distinction de capacité, taille, hauteur. Vous installez une potence dans une usine, vous installez une GMR dans un champ, ou vous installez une grue à tour dans un centre-ville, ce sont les mêmes exigences réglementaires qui s'appliquent. La capacité du sol, le support doit être dimensionné pour pouvoir répondre aux efforts transmis par la grue au regard des informations géotechniques. Pour des chantiers de petite dimension, j'entends, donc GMA, grue à montage automatisé, l'étude géotechnique utilisée pour le bâtiment, la maison individuelle, peut être, selon les cas, utilisée pour avoir des informations sur la capacité portante du sol pour justement avoir un système de fondation adapté. Voire, dans certains cas, ne pas utiliser de fondation à proprement dit, mais un autre mode d'installation respectant les préconisations du constructeur. Merci Joseph. Quelles sont les obligations en matière de signalisation lumineuse des grues? Alors on sort du périmètre que l'on s'est fixé aujourd'hui en termes de vent et de sol. Je peux conseiller de se rapprocher de la DGAC sur certains cas, qui peut imposer certaines règles en fonction de l'implantation de la grue. On a aussi certaines mairies qui peuvent aussi imposer certaines dispositions. Quelle est la réglementation pour le cas des grues mobiles? Alors, vis-à-vis du vent et du sol, alors j'essaie de la question, on peut dire que le risque vent pour les grues mobiles est un risque qui est mieux maîtrisé car c'est un équipement qui est fait pour être déployé et on va dire rabattu assez rapidement, ce qui n'existe pas pour une grue à tour. Donc en matière de vent, là aussi, il existe des conditions de vent limite d'utilisation, mais une grue mobile, en fin de journée, en fin de service, est repliée. En ce qui concerne le sol, là aussi, il faut s'assurer que les efforts transmis par la grue mobile ne vont pas perturber les avoisinants, voire ne pas modifier ces conditions d'appui. Et donc là aussi, selon les cas, il peut être pertinent d'avoir des données en fonction de la grue mobile, en fonction de sa descente de charge, en fonction des dimensions des plaques de répartition. Donc là, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Et David? je rajouterais aussi donc l'importance des plans d'installation de chantier sur lesquels on a matérialisé les zones de grutage. Donc on est venu vérifier la portance du sol, l'installation de la grue mobile et son intervention par rapport aux bâtiments avoisinants. Alors, est-ce qu'un anémomètre est obligatoire sur les grues à tour? Ce qui est obligatoire, c'est de connaître l'anémomètre, donc le dispositif qui permet de manière instantanée de connaître la vitesse de vent et donc de savoir si la grue est peut-être maintenue en service ou hors service. Anémomètre qui permet donc de donner aussi cette information au regard des dimensions des charges manutentionnées pour savoir si, au regard de la vitesse extérieure, est-ce que les dimensions des charges sont compatibles avec l'opération prévue. Je ne vais pas répondre en termes d'obligation, mais l'objectif, c'est de trouver un moyen de connaître la vitesse de vent et donc de prévenir le risque de renversement des grues ou de perte de contrôle de la charge. Donc aujourd'hui, c'est le moyen qui est retenu pour indiquer au grutier cette vitesse de vent, savoir si il doit arrêter de travailler, continuer de travailler au regard du vent extérieur. Et en fonction des surfaces des charges manutentionnées, un train de banche de grande dimension aura une prise au vent extrêmement importante et même sur des vents faibles, eh bien, risque de perturber la bonne conduite de la grue.
Et donc, c'est le moyen qui permet de connaître de manière instantanée cette vitesse. L'abonnement Météo France donnera des informations supplémentaires de manière prévisionnelle et pas instantanée. Et on rappellera que donc à 72 km/h, une grue est à l'arrêt. Marc, si tu veux donner d'autres informations sur l'anémomètre? Ok. Alors, encore une question concernant le vent. La vitesse de vent de référence prend-elle en compte la notion de dérafale, par exemple propre au Mistral? Aujourd'hui, les vitesses de vent de référence ont été établies par des autorités au regard des stations météo et des relevés météo locaux. Donc, les conditions de vent locales sont prises en compte dans les vitesses de vent de référence. Le CSPS doit-il s'assurer de l'effectivité de réalisation des missions réglementaires sur le chantier? Alors, je ne saurais pas vous répondre directement dans le périmètre des attributions du CSPS. Le CSPS a une obligation de respecter les principes généraux de prévention et pour cela, pour la bonne tenue du chantier, doit s'assurer que tous les éléments et notamment en amont ont été pris en compte et analysés par l'entreprise, justement de Gros Œuvres dans son installation et a été prise en compte notamment avec la construction, du bâtiment. Alors, la version de la recommandation professionnelle relative aux fondations de grues à Tours est bien celle de 2015. Oui. Quelles règles pour les survols de parties privées ou publiques? Là encore, on sort du périmètre on va dire, du cadre que l'on s'était fixé. Ces règles peuvent dépendre de différents paramètres. Les communes, par exemple, peuvent définir des règles spécifiques, mais je n'aurai pas d'autres informations à vous donner sur ce sujet. Existe-t-il un critère de tassement différentiel entre appui de la grue à Tours? Oui, les fabricants de grues, dans leur notice d'instruction, définissent le dénivellement maximum entre deux appuis. Donc, quel est le critère de planéité? Et donc, il faut que le système de fondation et en lien avec le sol, prenne en compte ce critère pour que celui-ci ne soit pas dépassé. Un ordre de grandeur, hein, on est sur de la géotechnique, donc on reste sur un ordre de grandeur, on est de l'ordre de grandeur du centimètre, hein, c'est l'ordre de grandeur du tassement. Au-delà de cet ordre de grandeur, la stabilité de la grue n'est plus assurée. Cet ordre de grandeur dépendant évidemment aussi de l'anthrax du châssis, mais c'est pour se donner quelques notions. Le limitateur de course est-il obligatoire lorsque la flèche de la grue dépasse du chantier? Donc limitateur de course, dispositif de gestion des zones interdites, là aussi on sort un peu du périmètre que l'on souhaitait fixer sur le vent et le sol. En quelques mots, ce dispositif qui vient se rajouter ou qui est présent sur la grue, qui permet de limiter la course de la grue en fonction du périmètre du chantier, eh bien ce dispositif, là encore, c'est un choix commun entre le choix de l'employeur dans les moyens qu'il met à disposition de ses employés, et puis les contraintes qui peuvent être imposées par les réglementations locales qui peuvent imposer ce type de dispositif. Mais rappelons qu'aujourd'hui, c'est un moyen efficace de prévenir la sortie du chariot en dehors du périmètre du chantier. Là encore, dans les documents en référence, il y a une brochure de l'INRS qui donne de nombreuses informations sur ce sujet. Merci. Une question, donc tissu ADEN ou tissu urbain sur le schéma des effets de site. Un changement avait été fait sur les livres de formation, donc il lui semble AGB. Alors tissu, effectivement, c'est tissu ancien qu'il faut lire. J'ai Ah, fait d'accord. aussi. Non, mais j'ai fait aussi selon les versions de la brochure, le I et le C sont assez proches et on pense que c'est un D, mais c'est un C et un I. Donc c'est l'illustration que l'on a vue. Si on revient dans les slides précédents, ça doit être à peu près au niveau du vent.
Et encore un peu en arrière au niveau du vent, partie 2, ou partie 1, pardon, quand on parle de girouette anormale, voilà, ici. Donc le tissu ancien, c'est dans les 5 illustrations qu'on voit en partie basse, c'est celle qui est à droite, où on voit des bâtiments avec des toits tuilés à 2 pans. Alors la question, l'illustration a-t-elle été revue? Alors j'ai pas fait le comparatif, mais bon, quelques mots sur cette configuration. Donc lorsque le vent circule sur on appelle ça la canopée urbaine, hein, les différents éléments urbains qui sont dans la partie supérieure, eh bien, de la ville, on a un phénomène particulier de recirculation locale du vent. Et donc, lorsque on est à proximité d'un bâtiment de grande hauteur, il peut y avoir des effets particuliers. Est-ce qu'une pompe à béton est considérée comme un engin de levage au même titre qu'une grue mobile? Alors, au titre, on va prendre comme référence l'arrêté du 1er mars 2004. Et dans son article 2, on retrouve la définition d'un appareil de levage. Et donc, une pompe à béton n'est pas un appareil de levage au sens de l'arrêté du 1er mars 2004 et son article 2. Maintenant, en termes de risque, il faut garder en tête que c'est un équipement qui peut transmettre à son support des charges importantes par sa stabilisation. Donc, le choix de sa position sur le chantier doit être réfléchi pour prendre en compte les efforts que peut transmettre cet équipement de travail. Et justement, de prendre en compte la distance maximale où on doit amener les matériaux, donc le béton, sur le plancher de travail afin de ne pas sous-dimensionner cette pompe à béton. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. David, si tu peux mettre la dernière slide parce que ce webinaire touche à sa fin. Nous espérons que toutes les informations sur la mise ou la remise en service des grues vous seront très utiles. Je vais vous envoyer d'ici quelques jours le replay de ce webinaire ainsi que la présentation. Vous pouvez dès à présent vous exprimer sur ce webinaire en répondant à ce court questionnaire, donc soit en flashant le QR code que vous voyez à l'écran ou via le lien que je vous ai mis dans la conversation. C'est important pour nous d'avoir votre retour pour toujours répondre au plus près de vos besoins. Je vous ai également laissé donc les adresses mail de l'ensemble des intervenants de ce webinaire. Je remercie très sincèrement David, Joseph et Marc pour le temps consacré à la préparation de ce webinaire et pour leur intervention, donc Bureau Veritas et DMM. Merci à vous pour votre participation active et puis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous consacrés à la prévention des risques professionnels.